Il y a une chose qui m'empêche de dormir parfois. Ce qui m'empêche de dormir, c'est de penser à tous ces hommes et ces femmes que j'ai vus s'éteindre après 60 ans. Pas mourir. S'éteindre de l'intérieur, progressivement, comme une flamme qu'on cesse d'alimenter et qui diminue sans qu'on la remarque vraiment, jusqu'au jour où elle est si petite qu'elle ne réchauffe plus rien. Je les ai vus se regarder dans le miroir et ne plus se reconnaître. Je les ai vus se retirer du monde, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils croyaient que le monde n'avait plus besoin d'eux. Je les ai vus croire que quelque chose était terminé alors que rien n'était terminé, que le jeu continuait, que leur essence était toujours là, intacte, à l'intérieur, attendant quelqu'un pour lui dire qu'elle avait encore toute sa valeur. Cette extinction-là n'est pas biologique, elle n'est pas inévitable. Elle est le résultat d'une seule croyance profondément ancrée et profondément fausse. La croyance que vieillir signifie diminuer, que passé un certain âge, on entre dans une phase de déclin dont on ne ressort pas, que les meilleures années sont derrière et qu'il ne reste plus qu'à gérer ce qui reste avec le moins de dégâts possible. Je suis convaincu que cette croyance tue plus de gens que la biologie ne le fait. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans, et je ne me sens pas vieux, pas de cette façon-là. Mes mains tremblent un peu, mon dos me parle le matin, je marche moins vite qu'à 40 ans, évidemment. Le corps a ses réalités, et elles ne se négocient pas. Mais à l'intérieur, dans ce que je suis, dans la façon dont je regarde les choses, dans la curiosité que j'ai encore pour ce que demain peut apporter, dans l'envie que j'ai de lire, d'écrire, de marcher, de penser, de me lever le matin pour quelque chose qui compte, je suis vivant d'une façon que beaucoup de gens de 40 ans ne sont pas. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la génétique, enfin pas seulement. C'est 9 choses que je fais depuis mes 60 ans. 9 habitudes, 9 façons d'être, 9 choix que j'ai faits et que je continue à faire chaque jour, parce que je sais maintenant ce que leur absence coûte et ce que leur présence donne. Ce soir, je vais vous les partager, pas comme des conseils d'experts, pas comme une liste de choses à cocher, comme une vie, la mienne, avec ce qu'elle a de concret, de vrai, de parfois difficile et de souvent beau. La première chose, c'est d'habiter son corps. À 60 ans, j'avais commencé à traiter mon corps comme un outil qui s'usait, une mécanique qu'on entretient par obligation pour qu'elle tienne le plus longtemps possible, mais qu'on ne considère plus vraiment comme quelque chose qui mérite d'être habité avec plaisir. Je faisais de l'exercice parce que mon médecin me le recommandait. Je marchais parce que c'était bon pour le cœur, pas pour autre chose. Et puis quelque chose avait changé, pas un événement particulier. Un matin de printemps, je marchais dans la rue et j'avais senti le soleil sur mes bras avec une attention que je n'avais pas depuis longtemps. Pas le soleil comme un fait météorologique, le soleil sur ma peau, avec sa chaleur précise et douce, avec cette façon qu'il a de dire « Voilà, tu es là, tu existes dans ce corps, dans cet instant ». Ce moment m'avait appris quelque chose que je n'aurais pas su formuler à l'époque, mais que je comprends maintenant clairement. Il ne s'agit pas de sport, il ne s'agit pas de performance ou de kilomètres ou de séances. Il s'agit de présence dans son corps, de ressentir ce corps de l'intérieur avec ses sensations, ses limites, ses plaisirs simples. La marche qui déroule les muscles du dos, l'eau froide du matin sur le visage, le poids de ses propres pieds sur le sol. Un corps qu'on habite vraiment dégage quelque chose que l'âge ne peut pas effacer, une présence, une façon d'être là qui se voit, qui se ressent, qui attire. Vous avez sûrement connu des personnes âgées qui avaient ça, cette façon d'entrer dans une pièce et d'y être vraiment, complètement, sans s'excuser d'être là.
Ce n'est pas une question de jeunesse physique, c'est une question d'habitation intérieure. Marchez, dansez si vous aimez danser, faites ce que votre corps vous permet et soyez présent dans ce que vous faites. Pas distrait, pas ailleurs, pas en train de penser à autre chose pendant que vos jambes bougent mécaniquement. Là, dans votre corps, chaque jour. La deuxième chose, c'est de se nourrir avec amour. Hélène et moi avions toujours bien mangé. Pas de façon obsessionnelle, pas avec des règles compliquées, pas en surveillant chaque aliment avec méfiance. Nous mangions bien parce que nous aimions manger bien. Parce que la cuisine était pour nous une façon de prendre soin de l'autre et de soi. Un acte d'amour quotidien, modeste et constant. Après sa mort, j'avais arrêté. Pas complètement, mais presque. Je mangeais utile, fonctionnel. Des choses rapides à préparer qui apportaient les calories nécessaires sans demander l'investissement d'une vraie cuisine. Et quelque chose s'était perdu dans ce glissement. Pas seulement le plaisir du repas, quelque chose de plus profond. Une façon de me dire que je valais la peine qu'on prenne soin de moi, même quand ce moi, c'était moi qui devais en prendre soin. J'avais repris la cuisine progressivement, le dimanche d'abord, puis plus souvent. Et avec la cuisine était revenu quelque chose que je n'attendais pas. Une relation différente à la nourriture. Pas de la culpabilité, pas de la restriction, pas de la guerre entre ce qu'on devrait manger et ce qu'on veut manger. Quelque chose de plus simple, de la bienveillance. Manger avec plaisir, avec attention, avec cette façon de choisir ce qu'on met dans son corps comme on choisirait ce qu'on offre à quelqu'un qu'on aime. L'alimentation consciente et bienveillante transforme quelque chose dans l'énergie qu'on dégage. Pas de façon magique, de façon très concrète. Quand vous mangez avec plaisir, votre corps le reçoit différemment. Quand vous cessez de traiter la nourriture comme une menace ou une obligation, quelque chose se détend en vous, et cette détente se voit dans votre peau, dans votre façon de vous tenir, dans votre énergie. Arrêtez la guerre contre ce que vous mangez. Mangez avec amour, c'est tout. La troisième chose est peut-être la plus difficile à mettre en pratique, parce qu'elle demande quelque chose qu'on ne peut pas acheter ou décider d'un coup. Elle demande une discipline intérieure qu'on construit sur la durée. Cette chose, c'est vivre l'instant présent. J'ai passé beaucoup d'années à habiter deux endroits qui n'existaient pas, le passé et le futur. Dans le passé, il y avait les regrets, les choses que j'aurais dû faire différemment, les mots que je n'avais pas dits, les moments que j'avais laissés passer. Et dans le futur, il y avait les inquiétudes, ce qui pourrait arriver, ce que je ne contrôlais pas, ce qui risquait de se passer si. Entre les deux, il y avait le présent. Et le présent, je le traversais sans vraiment le vivre, parce que j'étais trop occupé à regarder ailleurs. La nostalgie est douce parfois. Elle a quelque chose de confortable dans sa mélancolie. Mais elle accélère quelque chose dans le corps et dans l'esprit qui ressemble au vieillissement plus que n'importe quoi d'autre. Elle vous tire en arrière. Elle vous maintient dans un temps qui n'existe plus. Elle vous empêche de voir ce qui est là, devant vous, aujourd'hui, maintenant, qui mérite peut-être votre attention. Ce matin, j'ai bu mon café, le vrai café, avec son odeur, avec sa chaleur dans la tasse entre mes mains, qui tremble légèrement. J'ai regardé par la fenêtre le ciel qui changeait de couleur avec la lumière du matin. J'ai entendu un oiseau quelque part dehors. Ces trois choses m'ont donné quelque chose que 20 minutes de rumination sur le passé n'auraient jamais pu me donner. Elles m'ont donné le sentiment d'être vivant, maintenant. Revenez au présent aussi souvent que vous le pouvez. Pas de façon spectaculaire, juste cette petite attention répétée qui dit « Voilà, je suis là, dans ce moment, dans ce corps,
dans cette vie qui continue. La quatrième chose, c'est de cultiver des liens authentiques. L'isolement tue. Ce n'est pas une métaphore. Les études scientifiques le confirment et mon expérience personnelle le confirme encore plus clairement. Les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas celles qui ont les meilleurs gènes ou les meilleures habitudes alimentaires. Ce sont celles qui ont des liens, de vrais liens. Des liens où on se sent vu, entendu, réel pour quelqu'un d'autre. Mais il y a une précision importante à faire ici. Je ne parle pas de quantité, je parle de qualité. Je parle de ces relations dans lesquelles on peut être soi-même entièrement, sans masque, sans performance, sans devoir être quelqu'un de particulier pour mériter d'être là. Ces relations-là, on n'en a souvent que 2 ou 3 dans une vie, parfois moins, mais leur présence change tout. Après mes 60 ans, j'avais commencé à chercher activement ce type de lien. Pas dans mon entourage habituel seulement, où les relations étaient souvent figées dans des habitudes d'années, mais aussi dans des endroits nouveaux, des ateliers, des clubs, des espaces où les gens se retrouvaient autour de quelque chose qui leur tenait à cœur. Ce que j'avais découvert en cherchant comme ça, c'est que les liens authentiques ne se trouvent pas en cherchant des liens authentiques. Ils se trouvent en cherchant des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. La connexion arrive ensuite, naturellement, comme un effet secondaire de la présence commune autour de quelque chose qui compte. Ne restez pas seul, mais ne cherchez pas n'importe quelle compagnie. Cherchez des gens devant qui vous pouvez être vous-même, et soyez vous-même devant eux. C'est le seul chemin vers les liens qui nourrissent vraiment. La 5e chose, et je vais vous la dire avec toute la clarté et toute la simplicité qu'elle mérite, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est de nourrir sa flamme vitale. La sensualité n'a pas d'âge, la vitalité n'a pas d'âge. Cette énergie profonde qui circule dans le corps quand on est pleinement vivant, quand on ressent les choses avec intensité, quand on est présent dans son corps de façon complète, elle ne disparaît pas avec les années si on prend soin de la maintenir vivante. Je ne vous parle pas uniquement de sexualité au sens étroit du terme. Je vous parle de cette force vitale plus large qui s'exprime dans la façon dont on touche les choses, dont on les regarde, dont on les ressent. Dans le plaisir qu'on prend à une belle lumière, à une musique qui vous atteint quelque part à l'intérieur, à une conversation qui vous fait sentir vraiment vivant. Cette force, quand elle est entretenue, quand on ne la laisse pas s'éteindre par habitude ou par croyance qu'elle n'est plus de son âge, elle rayonne. Elle se voit dans les yeux, elle se sent dans la façon d'être présent. Elle rend magnétique d'une façon que l'âge ne peut pas effacer, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Ne laissez personne vous dire que cette flamme n'est plus de votre âge. Elle est de tous les âges, et si elle s'est assoupie, elle peut se réveiller. La 6e chose, c'est de muscler son esprit. À 65 ans, après ma retraite, j'avais failli faire l'erreur que font beaucoup de retraités, m'arrêter d'apprendre, considérer que la phase d'acquisition était terminée et que je pouvais maintenant me contenter de ce que je savais déjà. Vivre sur mes acquis intellectuels comme on vit sur ses économies quand on n'a plus de revenus. C'est une erreur. Pas seulement parce que la science montre que l'apprentissage maintient la plasticité du cerveau, que les connexions neuronales continuent à se former tant qu'on les sollicite, que le déclin cognitif est freiné par l'activité intellectuelle. C'est une erreur plus fondamentalement parce qu'un esprit qui cesse d'apprendre cesse d'être curieux. Et un esprit qui cesse d'être curieux perd quelque chose d'essentiel à la façon d'être dans le monde. J'ai lu des livres sur des sujets que je ne connaissais pas. J'ai appris des choses que mon métier de comptable ne m'avait jamais demandé de connaître. J'ai commencé à écrire à 86 ans, et cette écriture m'a appris sur moi-même des choses que 40 ans de vie professionnelle n'avaient pas eu le temps de me révéler. Une intelligence curieuse ne se remarque pas que dans les conversations. Elle se voit dans les yeux, dans cette façon d'être attentif à ce qui se passe autour de soi.
dans cette présence à la réalité qui dit « Je suis encore intéressé par ce que le monde contient ». Continuez à apprendre, n'importe quoi, n'importe quel sujet qui vous attire. La curiosité est la forme la plus durable de jeunesse. La 7e chose, c'est de s'émerveiller. Il y a une tendance naturelle avec les années à devenir blasé, à avoir tout vu, tout entendu, tout traversé, à regarder les couchers de soleil en pensant à autre chose, à traverser les saisons sans les remarquer vraiment, à ne plus laisser les petites choses faire leur travail de beauté sur nous. J'ai appris à aller marcher dans des endroits où la nature est présente, pas des grandes expéditions. La rivière à la sortie de la ville, le petit bois derrière le marché couvert, le parc municipal avec ses marronniers qui changent d'une saison à l'autre. Et dans ces endroits, j'ai appris à regarder vraiment, à m'arrêter, à laisser ce que je voyais m'atteindre. L'émerveillement n'est pas naïf, il n'est pas réservé aux enfants ou aux gens simples. Il est l'une des choses les plus sophistiquées que l'esprit humain puisse faire. Il demande de la disponibilité intérieure, de la présence, cette capacité à laisser quelque chose de beau vous toucher, sans immédiatement le classer, l'analyser, l'archiver. Et cette disponibilité-là, cette façon de voir encore la beauté dans les choses ordinaires, elle rayonne, elle attire les gens vers vous. Parce que les gens qui s'émerveillent encore nous rappellent que c'est possible, que le monde mérite encore d'être regardé avec des yeux ouverts. La 8e chose, c'est d'avoir un but. Je l'ai compris après la mort d'Hélène, quand les matins avaient perdu leur direction. Sans elle, sans le travail, sans ces structures qui avaient organisé ma vie pendant des décennies, les journées ressemblaient à des pièces vides, fonctionnelles, traversables, mais sans la densité que leur donne un projet, une direction, quelque chose vers quoi on avance. Le but n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas besoin d'être ambitieux ou visible ou reconnu par les autres. Il a besoin d'être réel pour vous, d'être quelque chose qui vous appartient, qui demande quelque chose de vous, qui vous donne la satisfaction de progresser vers quelque chose qui compte. Pour moi, c'est l'écriture maintenant, ces vidéos, ces histoires que je raconte parce que je crois qu'elles peuvent servir à quelqu'un quelque part. Pour d'autres, c'est le bénévolat, le jardin, un instrument de musique qu'on reprend après des années, des petits-enfants qu'on aide à grandir, une association qu'on soutient. Ce qui compte, c'est que ce but soit le vôtre, pas celui que vos enfants approuveraient, pas celui qui serait raisonnable ou prévisible, celui qui vous fait vous lever le matin avec quelque chose dans le regard qui ressemble à de l'envie. Sans but, on s'atrophie. Avec un projet, même petit, même modeste, on rayonne. La différence entre les deux est visible à l'œil nu. La 9e chose est la dernière, et je vais vous dire pourquoi je la garde pour la fin. Parce que c'est la plus difficile, parce que c'est celle contre laquelle nous avons tous le plus de résistance, et parce que sans elle, les 8 autres ne fonctionnent pas vraiment. Cette chose, c'est l'autocompassion. Nous sommes souvent notre pire juge. Nous nous parlons à nous-mêmes d'une façon que nous n'accepterions jamais venant de quelqu'un d'autre. Nous nous reprochons des choses que nous avons faites il y a 30 ans. Nous nous jugeons sur des standards impossibles. Nous nous punissons pour des erreurs que nous portons depuis si longtemps qu'elles font partie de notre façon de nous voir. Et cette sévérité envers soi-même vieillit. Elle creuse, elle fatigue. Elle crée une tension intérieure permanente qui se voit sur le visage, dans la posture, dans la façon d'occuper l'espace. L'autocompassion n'est pas de l'indulgence. Ce n'est pas se dire que tout va bien quand tout ne va pas bien. C'est se traiter avec la même tendresse qu'on offrirait à un enfant qui a fait une erreur. Avec cette façon de dire « Voilà, tu as eu tort, c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?»
sans transformer l'erreur en condamnation permanente. J'ai mis longtemps à apprendre ça. J'ai porté des regrets pendant des années avec une sévérité que je ne méritais pas vraiment. Des choses que j'avais faites, des mots que j'avais dits, des moments que j'avais ratés. Et cette façon de me juger ne m'avait rien appris de plus que ce que j'aurais pu apprendre avec plus de douceur. Elle m'avait juste coûté de l'énergie que j'aurais pu mettre ailleurs. Traitez-vous avec tendresse, pas parce que vous le méritez parfaitement, mais parce que vous êtes un être humain qui fait de son mieux avec ce qu'il a. Parce que la bienveillance envers soi-même est la seule fondation sur laquelle on peut construire quelque chose de durable. Et parce qu'à un certain âge, vous avez déjà largement gagné le droit d'être un peu plus gentil avec vous-même. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. Je marche 30 minutes chaque matin dans ma rue. Je prépare 2 tasses de café, dont l'une est pour Hélène. J'écris dans mon carnet 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je lis des romans policiers que je n'aurais pas lus il y a 20 ans. Je cuisine le dimanche, avec la radio allumée, et je mets la table, même quand je mange seul. Je cherche encore la beauté dans les marronniers du parc. Et chaque matin, avant de commencer ma journée, je me pose la question honnête de comment je me sens vraiment. Je ne fais pas tout parfaitement. Je n'ai jamais prétendu le faire. Mais je fais ces 9 choses. Et elles me gardent vivant d'une façon que les années ne semblent pas pouvoir entamer complètement. Vous pouvez faire pareil. Pas toutes les 9 d'un coup, pas parfaitement, mais une par une. Là où vous êtes, avec ce que vous avez, aujourd'hui, si vous le décidez. Parce que le jeu n'est jamais terminé tant qu'on choisit de continuer à jouer. Et choisir de continuer à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 88 ans, c'est la seule décision qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a donné envie de commencer quelque chose, ou de recommencer quelque chose que vous aviez laissé de côté, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi laquelle de ces 9 choses vous parle le plus. Je lis tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui s'éteint petit à petit, alors que sa flamme est toujours là, à l'intérieur, partagez cette vidéo. Parfois un mot au bon moment rallume quelque chose.